pour leur invitation. Ça me permet d'être parmi mes amis de la communauté des chirurgiens. Et puis, je tiens à souligner l'importance de la collaboration chirurgien-anesthésiste sur différents aspects. Et l'un des aspects les plus importants et les plus frappants, c'est la prise en charge, bien évidemment, de la douleur post-opératoire. Alors, il faut savoir que la lutte contre la douleur post-opératoire est l'une des priorités dans la prise en charge de l'opéré. C'est une attitude médicale et aussi éthique. Malheureusement, le traitement de ces douleurs reste encore insuffisant, ce qui conduit à des souffrances inutiles, à des dommages tissulaires, à une angoisse pour l'opéré et dans certains cas à des complications entraînant une prolongation et un surcoût du séjour. Le contraste est que les moyens qui existent actuellement sont là pour bien traiter toutes sortes de douleurs. D'énormes progrès ont été réalisés aussi bien dans la compréhension des mécanismes neurophysiologiques que dans les moyens thérapeutiques de la douleur. Alors, à partir d'une modeste recherche personnelle, je me suis aperçu que 11% des patients ont une douleur sévère après une chirurgie, alors qu'ils ne sont pas censés avoir une douleur extrême, du moment où on peut maintenant la prévenir et anticiper sur sa thérapeutique. 11 à 47% des patients ont une douleur chronique post-chirurgicale, dans à peu près 89% de causes chirurgicales et 11,3% de causes non chirurgicales. La baisse de l'intensité de la douleur aiguë post-opératoire est un facteur prédictif de développement d'une douleur chronique. Je n'ai pas la chance de vous exposer des films, c'est plutôt théorique. Peut-être ça va venir dans l'avenir. Alors, à travers cette présentation, pour mieux appréhender la douleur post-opératoire, nous allons essayer ensemble de répondre à quelques questions qui résument un petit peu la prise en charge de la douleur post-opératoire. D'abord, comment définir la douleur post-opératoire? Alors, selon l'Agence internationale d'études de la douleur, Study of Pain, la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou décrite comme telle. Elle est aiguë, c'est-à-dire qu'elle est réversible. C'est un signal d'alarme évoquant un dommage tissulaire. Et lorsque ce signal d'alarme répond à son but, généralement, elle doit disparaître. Si elle continue, on parle de douleur chronique. C'est le fait de la chronisation de cette douleur qui évolue depuis plus de 3 à 6 mois et ou susceptible d'affecter de façon péjorative le comportement ou le bien-être de la personne. Alors, quant à la douleur post-opératoire, elle est bien évidemment de type inflammatoire par excès de nociception en rapport avec le traumatisme tissulaire. Elle est prévisible pour une chirurgie réglée du fait de l'excès de nociception et généralement elle répond au traitement habituel et nécessite une stratégie thérapeutique spécifique. Pour les douleurs avec atteinte nerveuse, par aussi excès de nociception, mais du fait de l'atteinte des alentours des dommages tissulaires, c'est des douleurs qui sont dites neuropathiques, qui peuvent se chroniciser et ils sont de survenue plus tardive et sont difficiles à traiter puisqu'ils sont morphino-résistants. Mécanisme générateur pour la douleur aiguë par excès de nociception, c'est les stimulations des récepteurs douleurs morphinosensibles. Pour les autres types de douleurs, j'ai bien dit que ce sont des douleurs par atteinte du système nerveux, atteinte des voies sensitives afférentes, centrales ou périphériques, et sont généralement morphino-résistants. Il ne faut pas négliger les autres composantes de la douleur post-opératoire, sensorielle, psycho-affective, comportementale, etc., qui peuvent potentialiser cette douleur. Alors, il y a des facteurs modulants, surtout les techniques chirurgicales, la psychologie interindividuelle, les protocoles d'anesthésie, d'analgésie, etc. Pour des facteurs de risque, on peut dénombrer des facteurs qui sont en rapport avec le terrain, sujet jeune, existence d'une douleur préopératoire, etc. Facteurs chirurgicaux qui dépendent du type, des techniques, des lésions tissulaires, des lésions neurologiques associées, et des facteurs post-opératoires, existence d'une hyperalgésie post-opératoire du fait de l'augmentation, de la diminution du seuil de la sensibilité et de la nociception, et l'intensité et la durée de la douleur post-opératoire. Alors, pourquoi s'acharner et traiter la douleur post-opératoire?
Il faut savoir que la douleur post-opératoire a des conséquences physiopathologiques. Première conséquence physiopathologique, c'est la modification de la nociception. Il y a une hyperalgésie initiale due au dommage péropératoire, des lésions tissulaires péropératoires, et il y a aussi une hyperalgésie secondaire. C'est la zone entourant la zone opératoire par sensibilisation des récepteurs et de neurones médulaires. Ça donne ce qu'on appelle les fameuses hyperalgésies ou allodénie par augmentation de la sensation douloureuse provoquée par une stimulation douloureuse et qui peuvent se chroniciser et donner les douleurs post-opératoires chroniques. La deuxième conséquence physiopathologique qui nous incite à traiter ces douleurs post-opératoires, ce sont les manifestations neuro-endocriniennes de la période post-opératoire amplifiées par la douleur, qui sont les réactions dues au stress. Ces conséquences du stress vont donner des perturbations hémodynamiques, hypertension artérielle avec retentissement cardiovasculaire chez un coronarien par exemple, perturbations respiratoires qui vont aggraver un syndrome restrictif après une thoracotomie et des troubles de comportement rentrant dans le cadre des troubles cognitifs du sujet âgé par exemple. Et donc, le rôle de la douleur dans la survenue de complications cardio-respiratoires. Alors, l'intensité initiale de la douleur post-opératoire ne préjuge pas de son évolution dans le temps. Les chirurgies les plus pourvoyeurs de douleurs post-opératoires fortes et prolongées sont par excellence les chirurgies thoraciques, les chirurgies rachidiennes, les rénales, les abdominales sus-mésocoliques, j'extrais les interventions sous cœlioscopie, les orthopédies, les amputations et enfin les amygdalectomies. Alors, avant de traiter une douleur post-opératoire, il faut l'évaluer. Alors, comment évaluer cette douleur post-opératoire? Il ne faut pas mettre en doute la parole du patient et dire « Oh, ça fait rien, c'est une douleur passagère ». Non, il faut écouter le patient. Il faut faire une évaluation instantanée et non rétrospective. Bien distinguer les deux temps. Évaluation qualitative, c'est-à-dire la localisation de cette douleur, et l'évaluation quantitative, c'est-à-dire l'intensité au repos et surtout à la mobilisation ou à la taux. Cette évaluation est primordiale, elle permet d'adapter une stratégie spécifique et elle permet de détecter les complications post-opératoires. Plusieurs échelles ont été établies pour l'évaluation de cette douleur. Un exemple, c'est l'échelle verbale simplifiée qui va d'une absence de douleur, c'est-à-dire la partie la plus étroite du triangle, à une douleur extrêmement intense qui fait la partie la plus large du triangle. D'autres échelles, c'est par exemple l'échelle numérique avec un curseur qui est mobile, ou bien l'échelle visuelle analogique avec des visages allants, des visages sereins, calmes et au visage crispé avec des douleurs intenses. Alors, il ne faut pas aussi oublier les autres évaluations concomitantes. Ce sont l'appréciation des manifestations liées au stress provoqué par cette douleur. C'est la fréquence cardiaque, la pression artérielle du fait de cette composante neurovégétative de la douleur post-opératoire, la fréquence respiratoire, la somnolence, les levées des blocs moteurs et sensitifs lorsqu'il s'agit d'anesthésie périmédulaire et bien évidemment les autres signes évoquant une complication chirurgicale ou des suites chirurgicales non simples, en particulier les saignements post-opératoires. Alors, comment traiter cette douleur post-opératoire? Règle générale du traitement. D'abord, obtenir le soulagement souhaité par le patient. Il ne faut jamais tolérer une EVA supérieure ou égale à 3 au repos ou à la mobilisation. Deuxièmement, adopter la voie d'administration la plus simple, c'est-à-dire voie orale dès que possible. Dès que le tube digestif peut être sollicité, il faut insister sur la voie orale. Voie intraveineuse nécessaire quand il y a arrêt du transit, selon le type de chirurgie, selon l'urgence, selon le stress, selon les suites opératoires. Et éviter les médicaments qui sont susceptibles de déprimer le système nerveux central. La prise en charge de la douleur post-opératoire est une mission essentielle pour les médecins et les personnels de santé en lien avec le service d'anesthésie. Cette prise en charge de la douleur post-opératoire doit être inscrite dans un programme de réhabilitation fonctionnelle du patient après son intervention. Qu'est-ce qu'il va donner ce programme de réhabilitation? C'est une récupération de l'autonomie le plus rapidement possible, c'est ce que nous cherchons tous après une opération, après une chirurgie. Et puis, pour le soulagement de la douleur, la prise en charge multimodale, c'est-à-dire donner plusieurs types de médicaments qui vont aller agir à différents sites d'action pour avoir un effet additif ou un effet synergique.
Toujours dans les règles générales de l'application du traitement médicamenteux, respecter les prescriptions médicales, même si le patient est soulagé. Appliquer à horaire fixe ou contrôlé par le patient, avant l'apparition de la douleur, avant la rééducation, la mobilisation, adaptation ultérieure de la posologie par le médecin en accord avec l'évaluation de l'infirmier diplômé d'État. Les techniques du traitement doivent être adaptées au niveau de compétences de chaque service. Alors, pour le traitement médicamenteux, ce traitement doit être basé sur les différents paliers de l'Organisation mondiale de la santé. Palier 1, douleur légère à modérée. C'est le traitement préconisé non opioïde. Anti-inflammatoire non stéroïdien, paracétamol, néfopan. Palier 2, pour les douleurs modérées à sévères. Le traitement préconisé, codéine, tramadol, buprenorphine, nalbuphine. Pour le palier 3, c'est-à-dire les douleurs très sévères ou intenses, le traitement de choix, c'est les opioïdes forts, et en chef de file, c'est la morphine. Cette diapo ne donne pas une structuration figée de la douleur qui est interindividuelle, et donc le recours à l'association de médicaments fait penser que le passage du palier 1 au palier 2 peut se faire dans un but synergique ou dans un but additif. Pour le palier 1, paracétamol, voie parentérale, orale, intrarectale. AINES, voie parentérale chez le grand enfant et l'adulte, orale, intrarectale, néfopan par voie parentérale. On va détailler un par un. Pour le paracétamol, c'est l'antalgique le plus prescrit, 75% à 100% des opérés. Puissance analgésique identique qu'il soit administré en intraveineux ou par voie orale. Action centrale et périphérique par inhibition de la synthèse des prostaglandines et action inhibitrice des cyclooxygénases de type 3. Son pic analgésique est à 30 minutes, d'où l'indication de son introduction, si utilisation par voie intraveineuse, 30 minutes avant la fermeture chirurgicale. Il est peu néphrotoxique aux doses thérapeutiques. Sa dose maximale chez l'adulte est de 4 grammes par jour. Hépatotoxicité des 10 grammes ou 125 mg par kilo. Les sujets à risque sont surtout les sujets dénutris avec des pathologies préexistantes, hépatiques, insuffisance rénale, etc. Le paracétamol utilisé seul, il donne une faible épargne morphinique. Il a une potentialité de réduire moins les effets secondaires induits par les morphiniques et aucun gain sur l'efficacité des morphiniques. Selon les référentiels formalisés des experts de la douleur post-opératoire de la Société française d'anesthésie-réanimation, il n'est recommandé d'utiliser seul le paracétamol en association avec la morphine dans les chirurgies à douleur modérée à sévère. Utilisez la voie orale dès qu'elle est possible. Anti-inflammatoire non stéroïdien ou anticoxiques, c'est-à-dire les COX-2 inhibiteurs. Ils ont une action périphérique et centrale par inhibition des cyclooxygénases de type 1. Action supérieure dans la zone de type réaction inflammatoire. Ils ont une synergie d'action avec le morphinique, d'où le bénéfice de les associer. Ils donnent une épargne morphinique très importante, diminution importante des effets secondaires des morphiniques. Ils ont un rôle essentiel dans l'hyperalgésie liée à l'inflammation locale. Ils ont par contre une incidence qui va limiter leur utilisation dans le post-opératoire, c'est les hémorragies digestives ou la potentialisation des saignements post-opératoires. Selon les recommandations formalisées des experts de la douleur post-opératoire de la SFAR, il est recommandé d'associer un AINES à la morphine en l'absence de contre-indication à l'utilisation des anti-inflammatoires. Le néfopan, analgésique non opiacé, action centrale inhibitrice de la recapture de monoamine, donc il n'a pas d'action morphinomimétique. Il est inhibiteur des récepteurs N-méthyl-D-aspartate avec un effet anti-hyperalgésique post-opératoire dû à l'utilisation des morphiniques péropératoires et on lui attribue un effet sur l'inhibition du frisson post-opératoire. Passons au palier 2. Alors, pour le palier 2, les traitements de choix, ce sont la codéine par voie orale, le tramadol, la buprenorphine ou le nalbuphine. Pour les agonistes faibles du palier 2, ils ont une action morphinomimétique, mais moins importante que les morphines. Pour la codéine, dérivée de l'opium, antalgique central et périphérique, il est 6 fois moins puissant que la morphine, durée d'action 5 heures, métabolisme hépatique par le cytochrome P405 et 20 mg
Péros en association avec le paracétamol est mieux toléré que l'association de 60 mg Péros en association avec le paracétamol. Pour le tramadol, chlorhydrate de morphine, mélange racémique de 2 énantiomères, effet opioïde et monoaminergique par inhibition de la recapture de la sérotonine, 4 fois moins puissant que la morphine, 50 mg toutes les 6 heures, 100 à 200 mg par jour en 2 prises quand la voie orale est possible. Pour le palier 3, aux douleurs qui sont intenses, les opioïdes forts ont l'indication la plus absolue, avec la morphine comme chef de file. Les voies possibles sont la voie intraveineuse, sous-cutanée, Péros et la voie périmidurale. Et l'idéal, c'est le contrôle de cette analgésie par le patient lui-même sous forme de pompe avec le concept d'analgésie contrôlée par le patient. Alors, les titrations de la morphine, ce sont des injections répétitives de petites doses de morphine pour obtenir un soulagement efficace dans les plus brefs délais et dans les meilleures conditions de sécurité. Mais ça ne peut se concevoir que dans un service de réanimation ou dans une salle de soins post-interventionnels, avec une organisation de la prise en charge de la douleur. La sulfate de morphine, comme traitement oral par la morphine, il y a des formes à libération prolongée, 2 prises par jour, Péros 3 fois la posologie de la morphine, forme à libération immédiate, efficace 4 heures pour les accès douloureux, mobilisation et soins. Alors, la morphine, son antagonisme, c'est le naloxone ou le Narcan, administration intraveineuse subcutanée, protocole immédiatement accessible dans tous les services, pas d'action antalgique, antagoniste tous les morphiniques lorsqu'il y a une suspicion d'effet secondaire au morphinique. Pour la buprenorphine, qui a un effet agoniste-antagoniste, il y a une résistance à l'antagonisation par le naloxone. De point de vue analgésie multimodale, on peut associer les co-analgésiques, d'autres substances qui donnent un confort ou qui amélioreraient le confort de douleur post-opératoire. Il y a les antispasmodiques, la clonidine, mais elle a un effet hémodynamique, donc son utilisation elle est un peu redoutée. La kétamine, du fait aussi de son pouvoir anti-hyperalgésie post-opératoire, ou bien la gabapentine et la prégabaline qui peuvent induire une qualité du fait de leur utilisation en prémédication. Pour les anesthésiques locaux, utilisés dans les techniques d'anesthésie locaux-régionale, robivacaïne, buvacaïne, lidocaïne, etc. Et puis, il y a l'infiltration cicatricielle, tout le monde en fait. C'est le fait de déposer un agent anesthésique, anesthésie locale, AINES ou opiacé au niveau de la plaie chirurgicale ou directement dans l'articulation. L'effet est le bloc transitoire et un effet anti-inflammatoire immédiat, limitation de l'hyperalgésie primaire et secondaire et un effet clinique supérieur à la durée d'action des produits. Et puis, lorsqu'on utilise les morphiniques pour le palier 3, il faut toujours avoir à l'esprit la détection des effets indésirables aux morphiniques. Première détection, c'est les troubles de conscience. Donc, il faut avoir dans la tête le score de sédation, bien évidemment, lorsqu'on a des infirmiers aptes à faire ça, avec des protocoles, la conscience ou la détection de la somnolence, ça fait partie de la surveillance de la morphine, des effets secondaires de la morphine. Le deuxième effet secondaire à redouter, c'est la dépression respiratoire qui survient après une sédation importante non diagnostiquée, ce qui limite parfois leur utilisation dans un service non surveillé. Alors, on lui reproche aussi les autres effets tels les nausées, vomissements, l'ilius post-opératoire, la somnolence, l'ébriété, le prurite et la rétention urinaire. Et puis, il y a aussi l'évaluation et la surveillance des anesthésies locaux-régionales, mais ça doit se faire dans un cadre de surveillance multimodale dans un acute pain service. Alors, toujours dans la surveillance, le mieux c'est d'avoir des protocoles affichés dans les services de réanimation et auxquels les infirmiers et les IADE peuvent à chaque fois solliciter pour surveiller les patients. Surveillance d'un patient sous morphine, morphine sous-cutanée, etc. Effet secondaire d'une analgésie péridurale. Alors, revenons un peu à la réalité. En France, par exemple, un patient sur 2 ressent des douleurs sévères durant la période post-opératoire selon des enquêtes. Une enquête qui a été faite dans un pays voisin, Algérie, à Oran par exemple,
il y avait un questionnaire qui comportait 13 questions sur les modalités de la prise en charge de la douleur post-opératoire. C'était un questionnaire destiné aux médecins anesthésistes. Alors, le questionnaire a été rempli par 32 sur 48 réanimateurs, 67% de participation. L'analyse des résultats avait montré que seulement la moitié des réanimateurs traitaient la douleur post-opératoire d'une manière systématique, que les techniques d'ALR sont très peu utilisées, que la douleur post-opératoire n'est évaluée ni avant ni après le traitement. Rares sont les services qui ont des protocoles d'analgésie post-opératoire, chirurgie thoracique en particulier. Que 27 sur 32 médecins ne sont pas satisfaits de leur prise en charge de la douleur post-opératoire. Alors, cette douleur post-opératoire est-elle traitée de façon systématique? Non. Parce que 50% seulement des réanimateurs traitent la douleur post-opératoire de façon systématique, c'est-à-dire avec anticipation. Quelles sont les raisons qui ont été évoquées? Produits et moyens insuffisants, effectifs humains diminués, manque d'organisation, etc. Alors, pour les techniques analgésiques utilisées, vous voyez bien que l'analgésie par voie systémique était la plus utilisée. L'évaluation systématique est faite juste dans 5% des cas. Et puis, le choix est justifié par la disponibilité des produits, ce qui justifiait l'utilisation du paracétamol seul. Alors, pour la réévaluation de la douleur après traitement, très peu de médecins réévaluent la douleur post-opératoire de façon répétée et méthodique après traitement. Les raisons: organisation, pas de formation, moyens, pas de réglettes, divers, effectifs, une charge de travail plus importante, etc. La satisfaction, dans 84%, dans à peu près 85%, les médecins étaient insatisfaits de cette prise en charge, bien évidemment. Alors, quant à notre contexte, une autre enquête qui a été faite auprès, maintenant, des chirurgiens, qui a été réalisée en 2002, au moment du Congrès national de chirurgie en avril 2002, le questionnaire comportait 10 questions qui renseignaient sur la conception des chirurgiens de la douleur post-opératoire, les moyens de son évaluation, les thérapeutiques utilisées, le temps et la voie de leur administration, la possibilité d'usage des morphiniques, la possession d'un carnet souche et enfin le besoin en formation. Résultat, parmi les 210 participants au congrès, 146 chirurgiens ont pu remplir le questionnaire avec un taux de participation de 70%. Toutes les spécialités chirurgicales, toutes les catégories et tous les secteurs ont été représentés. 86% des chirurgiens enquêtés considéraient que la douleur post-opératoire concerne à la fois chirurgien et anesthésiste. Pour 10%, elle ne concerne que le chirurgien et pour 4%, elle concerne l'anesthésiste seul. Dans à peu près 65% des chirurgiens estimaient que la douleur post-opératoire doit être toujours traitée, alors que pour 34%, elle ne le doit l'être que si elle est intolérable ou lorsque l'intervention est lourde. 7% seulement informent leurs patients sur l'éventualité des douleurs post-opératoires, alors que 34% ne le font jamais. L'analgésie post-opératoire peut être débutée dès la fin de l'intervention pour à peu près 40%, dès le réveil pour 30%, et seulement si apparition des douleurs pour à peu près 30% des cas. La voie intraveineuse est la plus préférée, les médicaments du palier 1 sont les plus utilisés, ceux du palier 3 ne sont de mise que dans 2% des cas. Quant au carnet à souche, que 13% déclaraient en être en possession. Enfin, le besoin en formation en matière de douleur post-opératoire était pratiquement déclaré par la totalité des chirurgiens. La problématique est avant tout organisationnelle, nécessitant une volonté de changer les habitudes avant les moyens. Avec une mise en place d'une stratégie de lutte contre la douleur dans les structures de santé et les réseaux de soins, importance de la formation du personnel et de l'engagement de toute l'équipe dans un projet de pain unit service. L'évaluation de la douleur post-opératoire est un préalable indispensable à toute démarche thérapeutique de la douleur. À l'heure actuelle, les techniques d'anesthésie loco-régionale doivent intégrer le protocole de prise en charge de la douleur post-opératoire. Les modèles de prise en charge de la douleur post-opératoire proposés, les États-Unis proposent les acute pain service et les Français proposent les acute pain nurse. Pour les Américains, les services, les acute pain service avec des instauration des anesthésistes seniors, internes, infirmiers ont un coût assez élevé et peu de malades en bénéficient et concernent surtout les techniques d'analgésie contrôlées par le patient. Pour le modèle français, s'adresse à tous les malades. Le seul surcoût, c'est le temps infirmier spécialisé de la douleur.
Le rôle de l'infirmier référent de la douleur a un rôle primordial. Il participe à la réalisation des audits, enquêtes auprès des patients, audit des dossiers, mise en place des protocoles thérapeutiques, formation des infirmiers des services de chirurgie et la gestion du parc de matériel et de stock de médicaments. Il a aussi un rôle dans la visite quotidienne des opérés dans le service de chirurgie, appel de l'anesthésiste pour prescrire les réajustements thérapeutiques et en cas d'urgence. Toujours dans le rôle de l'infirmier, il est au chevet du malade pour écouter ce malade sur la douleur, surveiller et intervenir, informer continuellement le malade et le médecin. Alors le malade au centre de cette prise en charge, l'infirmier avec les modèles transversaux interchangeables concernant la formation et le médecin anesthésiste, prescripteur, conseiller et appelé en cas d'urgence. En conclusion, d'énormes progrès restent encore à faire. Le nœud du problème est pédagogique. Tout ceci passera de façon inéluctable par la formation. Mieux former, mieux informer et participer au changement des mentalités qui doit aboutir aux modifications des pratiques. Comme l'a dit Albert Einstein, nous vivons dans un temps où les moyens sont d'une grande perfection et les buts d'une grande confusion. Je vous remercie.